Il existe une cruauté silencieuse plus dévastatrice que les coups, être invisible aux yeux de ceux qui sont censés vous aimer le plus. Je m'appelle Isabella Reed, j'ai 28 ans. Toute ma vie, je n'ai désiré qu'une chose, l'amour et la reconnaissance de ma famille. Cette quête pathétique a failli me détruire. J'avais toujours espéré qu'au moins le jour de mon mariage, mes parents seraient à mes côtés, souriants, fiers, alors que je marcherais dans l'allée vers mon avenir. Mais ce que j'ai reçu à la place, c'est une indifférence glaciale qui m'a transpercée comme une lame. Ils ont balayé mon mariage d'un geste méprisant, comme si ce n'était qu'un événement trivial dans la vie de quelqu'un d'oublié, et ont choisi de s'envoler pour célébrer avec ma sœur, leur précieuse Cheryl. Alors que je me tenais là, dans ma robe de mariée qui avait coûté mes dernières économies, cherchant désespérément leur visage parmi la foule, je les ai vus ailleurs, sur les réseaux sociaux, riant, levant leurs verres dans un pays lointain, profitant du luxe, comme si ma journée ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Mon cœur s'est brisé à ce moment précis, se fissurant comme du verre sous la pression de années d'indifférence. Et pourtant, la douleur ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard seulement, ils m'ont appelé sans honte avec une nouvelle demande, comme si tout ce qu'ils avaient fait ne suffisait pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris que si je ne mettais pas de limite, je resterais pour toujours invisible dans leur monde, un fantôme qui paie des factures et rend des services. J'ai grandi à Toledo, dans l'Ohio, dans un quartier de classe moyenne où les apparences comptaient plus que l'authenticité, où les façades parfaites cachaient des cœurs de pierre. Mes parents, Joseph et Ruth, avaient construit leur univers pathétique autour de l'image de la réussite. La maison était toujours impeccable comme un décor de théâtre, la pelouse parfaitement taillée, et chaque carte de vœux des fêtes montrait une famille parfaite qui n'existait que sur papier glacé. Mais derrière cette façade mensongère, il était cruellement clair qui était l'enfant vedette, ma sœur Cheryl, l'enfant doré qui brillait de tous les feux de leur amour conditionnel. Elle était tout ce dont mes parents rêvaient dans leur fantasme de grandeur. Charmante, ambitieuse, destinée à la grandeur selon leur vision étriquée du monde. Dès le lycée, ils se vantaient déjà de son futur en tant qu'avocate, comme si elle était déjà leur ticket vers la respectabilité sociale. Moi, j'étais la discrète, l'oubliée, celle qui aimait dessiner et inventer des designs dans le silence de sa chambre. Ma passion pour l'art ne correspondait pas à leur vision matérialiste du succès, alors elle était mise de côté comme un jouet cassé qu'on range dans un placard. Je me souviens encore avoir montré à mon père un paysage urbain coloré que j'avais dessiné avec l'enthousiasme d'une enfant qui croit encore au miracle. Il l'a à peine regardé, ses yeux glissant sur mon travail comme sur quelque chose d'insignifiant, a murmuré un c'est bien, Isabella machinalement et s'est rapidement tournée vers les exploits de Cheryl dans son équipe de débat. Cela est devenu la routine cruelle de mon enfance. Ces victoires étaient célébrées comme des victoires nationales, les miennes à peine remarquées, comme si elles n'existaient pas. À 10 ans, j'ai gagné un concours d'art scolaire et j'ai fièrement ramené le certificat à la maison, espérant briller enfin dans leurs yeux aveugles. Ma mère a juste hoché la tête mécaniquement et dit bon travail avant de se tourner pour accrocher les médailles brillantes de Cheryl dans le salon, comme des trophées dans un temple dédié à sa perfection. Pendant ce temps, ils ont organisé une grande fête pour la remise des diplômes de Cheryl, invitant les voisins à célébrer son admission à l'université comme si c'était un événement national. Mes notes parfaites n'ont valu qu'une tape condescendante sur l'épaule. En grandissant, cette préférence toxique est devenue encore plus évidente, plus blessante, plus destructrice. Cheryl recevait un nouvel ordinateur portable rutilant pour ses tournois, moi je n'avais qu'un carnet de croquis d'occasion trouvé dans une vente de garage. Mes parents parcouraient des heures de route pour assister à ces compétitions, transformant chaque événement en pèlerinage familial. Mais lorsque j'ai eu ma première exposition artistique à 14 ans, moment crucial de ma jeune vie, ils étaient soudainement trop occupés par le travail. Je me tenais seule dans le gymnase de l'école, mes dessins épinglés sur un tableau en liège comme des papillons morts, tandis que les parents des autres enfants prenaient des photos avec fierté, créant des souvenirs précieux. Ce soir-là, j'ai entendu ma mère dire à un voisin avec cette fierté qui ne m'était jamais destinée, « Cheryl va aller loin ». Ces mots ont résonné dans ma tête comme un verdict. Moi, je n'irai nulle part. Le lycée n'a rien changé à cette dynamique cruelle. Cheryl était à l'université, collectionnant les récompenses en prêt-droit comme des trophées, et mes parents ne pouvaient s'empêcher de se vanter auprès de quiconque voulait bien les écouter. Ils la mettaient en haut-parleur pendant le dîner pour parler de ses stages prestigieux, transformant nos repas en séances d'adoration. J'ai essayé de partager timidement que j'avais été acceptée dans un programme artistique local, mais mon père m'a interrompu brutalement. « C'est super, mais as-tu entendu parler de l'offre de Cheryl dans un cabinet d'avocat ?» Mes rêves étaient invisibles. Mes achèvements effacés avant même d'être prononcés.
La seule personne qui m'a vraiment encouragée était mon professeur d'art, Monsieur Harrison, qui continuait à me pousser à poursuivre le design quand mes parents n'y croyaient pas, quand ils préféraient investir dans les ambitions réalistes de leur fille préférée. Quand Cheryl rentrait pour les vacances, c'était Noël avant l'heure. Mes parents annulaient tout, cuisinaient ses plats préférés et buvaient ses paroles comme du nectar divin. Pendant ce temps, on me demandait de ranger, de nettoyer, d'être la servante invisible de cette mascarade familiale. Une fois, j'ai entendu ma mère dire à Cheryl avec cette tendresse que je n'avais jamais reçue, « Tu es notre ticket pour une vie meilleure ». Je me suis assise sur les escaliers, serrant l'un de mes dessins contre ma poitrine, réalisant avec une clarté douloureuse que je n'étais même pas leur priorité. J'étais à peine vue, à peine considérée comme un membre de cette famille. À ma dernière année de lycée, épuisée par cette quête inutile, j'ai cessé de chercher leur approbation comme on arrête de frapper à une porte qui ne s'ouvrira jamais. J'ai tout investi dans mon portfolio. Avec l'aide de mes professeurs qui croyaient en moi quand ma famille ne le faisait pas, j'ai obtenu une bourse pour étudier le design graphique. Mes parents se sont contentés de dire d'un ton condescendant, « C'est bien, mais sois pratique ». Pourtant, ils n'ont eu aucun scrupule à contracter un prêt énorme pour Cheryl à l'école de droit, appelant cela pompeusement un investissement dans la famille. À 18 ans, j'ai enfin eu ma première vraie opportunité de briller. Une galerie à Toledo m'a invité à exposer mes œuvres. C'était le moment dont j'avais toujours rêvé, ma chance de leur prouver que j'avais de la valeur. J'ai envoyé une invitation à mes parents, espérant contre tout espoir qu'ils viendraient enfin me voir, me reconnaître, être fiers de moi. Ils ne sont pas venus. À la place, ils ont organisé une autre fête grandiose pour l'admission de Cheryl à la faculté de droit. Je me tenais dans cette galerie, entourée d'inconnus admirant mon art, fière de ce que j'avais créé, mais aussi creuse, vide de cet amour familial que je désirais tant. Ce que je voulais le plus, la fierté de ma famille, n'était pas là. Il ne serait jamais là. Cette nuit-là, dans ma voiture sur le parking de la galerie, j'ai décidé que je ne chercherais plus jamais leur validation toxique. Je construirais mon propre avenir, même s'ils ne voulaient pas le voir. J'allais apprendre à vivre sans leur amour, parce que certaines blessures ne guérissent que dans l'acceptation de leur existence. À ma remise de diplôme, j'avais un portfolio qui m'a permis d'obtenir un emploi à temps plein dans une agence de taille moyenne à Toledo. J'avais 22 ans, je construisais une carrière que j'aimais, et je pensais que mes parents finiraient peut-être par remarquer mes efforts. Nicole était devenue mon pilier. Nous nous retrouvions dans un dîner près du campus où elle se défoulait sur l'injustice de mes parents. « Tu déchires, Isabella », disait-elle en frappant sa tasse de café. « Ils sont trop aveugles pour le voir. » Elle me poussait à me concentrer sur mes propres objectifs, et je l'ai fait. J'ai pris plus de missions en freelance, créant des sites web pour des startups et des affiches pour des festivals locaux. Chaque projet renforçait ma confiance, et je me suis peu à peu détachée du besoin d'approbation de mes parents. Mais au fond, ça faisait encore mal. Je voulais qu'ils me voient, ne serait-ce qu'une fois, comme ils voyaient Cheryl. Vers la mi-vingtaine, je prospérais. Mon agence m'a promu designer principal sur un compte majeur, un détaillant national ayant besoin d'un rebranding complet. C'était un contrat à 6 chiffres, un énorme succès pour quelqu'un de mon âge. J'ai appelé mes parents, espérant que ce serait le moment où ils reconnaîtraient enfin ma valeur. Ma mère a décroché, distraitement. Je lui ai parlé du projet, ma voix tremblante d'excitation. Elle a fait une pause, puis a dit « Ça semble beaucoup de travail. As-tu vérifié avec Cheryl? Elle est tellement occupée. » J'ai raccroché, stupéfaite. C'était la dernière fois que j'essayais de partager mon succès avec eux. Cet appel m'a poussé à concentrer mon énergie sur la vie que je construisais avec Michael. Après ce dernier appel avec ma mère, j'ai mis toute mon énergie à construire une vie avec Michael. Un soir, alors que nous nous promenions le long de la rivière Mommy, Michael m'a fait sa demande en mariage avec une simple bague. Ses yeux étaient pleins d'espoir. J'ai dit oui, le cœur en émoi. Nous avons planifié un petit mariage dans un restaurant au bord de la rivière à Toledo, un endroit que nous chérissions pour son ambiance chaleureuse. J'ai passé des mois à concevoir les invitations, chaque trait de mon stylo rempli d'amour. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé l'espoir que ma famille serait présente. Peut-être que ce jalon comptait enfin pour eux. J'ai envoyé des invitations à mes parents, Joseph et Ruth, ainsi qu'à ma sœur Cheryl. J'ai appelé pour confirmer, ma voix tremblante en laissant un message à ma mère. Cela signifierait tout si vous pouviez venir. Mon père a répondu par texto.
Nous allons essayer. Je me suis accrochée à cette promesse fragile, me convainquant qu'il serait là. Cheryl, absorbée par ses propres fiançailles avec Jeffrey Coleman, n'a même pas répondu à mon message. Je continuais d'espérer qu'elle au moins le reconnaîtrait. Quelques jours avant le mariage, ma mère a appelé. Je me suis préparée à des questions sur la cérémonie. Au lieu de cela, elle a dit « Isabella, nous ne venons pas. C'est un événement trivial pour quelqu'un en bas de l'échelle, et nous sommes occupés avec les fiançailles de Cheryl. » Ces mots m'ont transpercée. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, la voix brisée. Elle a expliqué qu'il partait pour Hawaï célébrer les fiançailles de Cheryl avec Jeffrey. C'est un grand moment pour nous, a-t-elle ajouté, balayant mon mariage comme si ce n'était rien. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Michael m'a tenue alors que je pleurais, promettant que nous ferions de ce jour le nôtre. Le jour du mariage est arrivé, et j'ai marché dans l'allée dans une robe que j'avais conçue, sentant le regard constant de Michael. Nicole était là, prenant des photos et encourageant plus fort que quiconque. Les parents de Michael, George et Diane Foster, m'ont accueilli comme leur propre fille, leur gentillesse adoucissant la douleur de l'absence de ma famille. Mais alors que je me tenais à l'hôtel, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil aux chaises vides réservées à mes parents et à ma sœur. Ça faisait mal, mais je me suis concentrée sur les vœux de Michael, laissant l'amour dans la pièce me porter. La réception était remplie de rire et de chaleur grâce aux amis et à la famille de Michael. Je me sentais chérie, mais une part de moi aspirait encore à la présence de mes parents. Cette nuit-là, après la dernière danse, j'ai consulté mon téléphone, espérant un message d'eux. À la place, j'ai reçu une notification sur les réseaux sociaux de ma mère. Mon estomac s'est noué en cliquant dessus. C'était une vidéo d'Hawaï, Joseph, Ruth, Cheryl et Jeffrey sur une plage, riant, tenant des cocktails sous des palmiers. La légende disait « Célébration des fiançailles de notre star au paradis ». Cheryl rayonnait à côté de Jeffrey tandis que mes parents souriaient, insouciants. Pas un mot sur mon mariage. J'ai regardé la vidéo à nouveau, chaque image me brûlant. Ils n'avaient pas seulement ignoré ma journée. Ils avaient diffusé leur choix au monde entier. Nicole m'a trouvé, fixant mon téléphone, les larmes coulant. Ils ne peuvent pas te faire mal comme ça, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Michael nous a rejoints, le visage crispé en voyant la vidéo. Tu vaux mieux que ça, a-t-il dit. George et Diane ont proposé de contacter mes parents, mais j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas de leurs excuses. Je voulais qu'ils se soucient, mais ils ne l'ont pas fait. Le lendemain, j'ai rejoué la vidéo, essayant de comprendre pourquoi ils avaient fait ce choix. Cheryl n'avait même pas envoyé de message. Mes parents n'avaient pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Ils avaient choisi un voyage somptueux plutôt que le mariage de leur fille, et cette vidéo était leur triomphe. Je me suis sentie nulle à leurs yeux, comme si tous mes efforts pour briller ne valaient rien. Mais assise avec Michael, sa main dans la mienne, j'ai compris que leur rejet ne pouvait pas me briser. J'avais une famille. Une semaine après mon mariage, j'ai essayé de me concentrer sur ma nouvelle vie avec Michael, installé dans notre appartement à Toledo. Puis mon téléphone a sonné. C'était mon père, Joseph. Sa voix était sèche et professionnelle. « Isabella, nous devons parler du prêt, dit-il. » Je suis restée figée, confuse. Il expliqua que lui et Ruth s'attendaient à ce que je contribue à un prêt qu'ils avaient contracté des années auparavant, soi-disant pour couvrir mes études et financer le futur mariage de Cheryl. C'est juste, ajouta-t-il. Puis-je rappeler? Le mariage de Cheryl, la même sœur qui n'avait même pas daigné m'écrire pour le mien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Quel prêt? Ai-je demandé. Joseph affirma que c'était un prêt de $20 000 de mes années d'université, qu'ils avaient couvert pour moi. Son-on laissait entendre que je lui devais encore, comme si mon mariage n'avait aucune importance mais que celui de Cheryl valait mon argent. J'ai dit que je vérifierais et raccroché, le cœur battant. Michael, assis à côté de moi, a vu mon visage et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué et il a secoué la tête. Ils ne peuvent pas continuer à te faire ça, a-t-il dit. Cette nuit-là, j'ai sorti mes anciens dossiers financiers, fouillant dans des classeurs que je n'avais pas touchés depuis des années. Chaque paiement de mes prêts universitaires y était inscrit, payé à temps, chaque mois, directement de mon compte. J'avais travaillé en freelance et pris des heures supplémentaires pour couvrir ces prêts sans leur aide. Aucun prêt n'était en suspens lié à Joseph ou Ruth. Les allégations de Joseph étaient un mensonge,
Une manipulation pour me culpabiliser et financer le mariage somptueux de Cheryl. Le lendemain, j'ai rappelé mon père. Mes mains étaient calmes, mais ma voix tranchante. J'ai vérifié les dossiers, ai-je dit. Mes prêts ont été remboursés à temps par moi-même. Il n'y a aucune dette. Il a bégayé, insistant sur le fait que j'avais du mal comprendre. Le mariage de Cheryl est important, dit-il. Tu devrais aider ta sœur. J'entendais Ruth murmurer son accord en arrière-plan. C'est là que j'ai compris. Ils ne me verraient jamais comme une égale. Ils avaient ignoré mon mariage comme un événement trivial et maintenant s'attendaient à ce que je finance celui de Cheryl, comme si ma vie n'était qu'une note de bas de page à côté de la sienne. J'ai repensé à cette vidéo d'Hawaï, leur rire, leur mépris complet pour moi. J'ai repensé aux mots de Ruth qualifiant mon mariage d'événement trivial pour quelqu'un en bas de l'échelle. La colère a monté, mais j'ai gardé ma voix froide. Ne me contactez plus pour des affaires triviales, ai-je dit, leur renvoyant leurs propres mots. Il y a eu un silence à l'autre bout. Joseph a commencé à argumenter, mais je l'ai interrompu. J'en ai fini, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, mais un poids s'est levé. Pour la première fois, je ne suppliais pas leur approbation. Je reprenais mon pouvoir. J'ai raconté tout à Michael, et il m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. J'ai ensuite appelé Nicole, cherchant son avis. Elle était furieuse à ma place. Ils sont incroyables, a-t-elle dit. Tu ne leur dois rien. George et Diane, les parents de Michael, sont venus ce soir-là. Quand j'ai partagé ce qui s'était passé, Diane a pris ma main. Ta famille, c'est nous, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin de leur validation. Leur soutien m'a ancré, me rappelant que je n'étais pas seule. Mais l'appel est resté dans mon esprit. Joseph n'avait pas seulement demandé de l'argent. Il avait essayé de réécrire mon passé, prétendant que je leur devais pour un prêt que j'avais déjà remboursé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de contrôle, de me maintenir dans l'ombre de Cheryl. J'ai pensé à contacter Cheryl, espérant qu'elle expliquerait au moins. Mais son silence pendant mon mariage m'a tout dit. Elle était complice, heureuse de laisser nos parents la privilégier pendant que je devais me plier à leurs exigences. Je me suis assise avec Michael cette nuit-là, regardant nos photos de mariage. Nicole avait capturé chaque instant, mon sourire, les vœux de Michael, la joie de notre famille choisie. J'ai compris que je n'avais pas besoin de Joseph, Ruth ou Cheryl pour définir ma valeur. J'avais construit une carrière, un mariage, une vie, entièrement selon mes termes. Leur tentative de me ramener dans leur drame n'a fait que renforcer ma détermination à avancer sans eux. Tenir bon face à la demande de Joseph a été un tournant dans ma vie. J'étais épuisée. J'ai décidé de couper tout contact avec eux. Ce n'était pas une décision impulsive, mais une étape nécessaire pour protéger ma paix intérieure. J'ai commencé par consulter le Dr Scott, que Nicole voyait pour son propre stress. Le Dr Pamela Scott, thérapeute au calme rassurant et à l'intuition fine, m'a reçu dans son bureau à Toledo. J'ai déversé mon histoire. Les années à être éclipsées, la douleur de mon mariage, l'audace de Joseph de me demander de l'argent. Elle m'a écoutée, hochant la tête, puis a dit « Tu portes leurs attentes depuis bien trop longtemps. Poser des limites, c'est reprendre ta vie. » Ces mots ont frappé juste. Elle m'a suggéré d'envoyer un email formel pour clarifier ma décision et la rendre définitive, quelque chose que je pouvais contrôler sans leurs interruptions. Michael a été mon rock pendant tout ce processus. Nous étions assis à notre table de cuisine, sa main dans la mienne pendant que je rédigeais l'email. « Tu ne leur dois rien », a-t-il dit d'une voix ferme. « Écris ce que tu as besoin de dire. » Nicole est venue, apportant son énergie habituelle. « Ils ont eu assez de chance », a-t-elle dit en marchant dans notre salon. « Maintenant, c'est toi qui compte. » Leur soutien m'a donné la force d'affronter la tâche. J'ai passé des heures à peaufiner l'email, voulant que chaque mot reflète ma détermination. L'email était adressé à Joseph, Ruth et Cheryl. J'y écrivais « Vos actions ont montré ma place dans votre vie. Des années de favoritisme à l'ignorance de mon mariage, en passant par votre demande d'argent pour celui de Cheryl, vos priorités sont claires. J'en ai fini de porter le poids de vos attentes. Ne me contactez plus. » Court, ferme et sans excuse. Le Dr Scott a relu l'email et m'a suggéré d'ajouter une phrase pour clarifier ma limite. Toute tentative future de me contacter sera ignorée. Je l'ai fait,
ressentant un contrôle que je n'avais jamais eu sur eux auparavant. Envoyer cet email était terrifiant. Mon doigt planait sur le bouton, le cœur battant. Michael était à côté de moi, disant « Tu le fais pour toi ». J'ai cliqué sur « Envoyer » et une vague de soulagement m'a traversé. C'était fait. J'ai bloqué leur numéro et leur compte sur les réseaux sociaux pour sceller la limite. Nicole m'a serré fort dans ses bras. « Tu es libre maintenant ». Lors de notre prochaine séance, le Dr Scott a salué mon courage. « Tu t'es choisi », a-t-elle dit. C'est puissant. Les jours suivants furent étranges. Je m'attendais à un appel ou un message, une tentative de me ramener, mais rien n'est venu. Cheryl, restée silencieuse pendant mon mariage, est restée silencieuse. Joseph et Ruth n'ont pas répondu. Leur absence confirmait ce que j'avais toujours su. Ils ne me valorisaient pas. Ça faisait mal, mais ça m'a aussi libérée. Je ne courais plus après leur approbation. Je me suis appuyée sur Michael, qui me rappelait chaque jour que j'étais suffisante. Nicole me gardait ancrée, m'emmenant dans des galeries d'art pour entretenir ma créativité. George et Diane, les parents de Michael, ont pris leur place de façon inattendue. Ils nous ont invités à dîner, me traitant comme leur fille. Diane partageait ses propres histoires familiales, disant « Parfois, il faut lâcher prise pour avancer ». Leur chaleur comblait un vide que je portais depuis des années. Avec leur soutien, j'ai commencé à voir ma valeur au-delà du rejet de ma famille. Le Dr Scott m'a aidé à gérer la culpabilité qui surgissait, me rappelant que poser des limites n'était pas égoïste, mais de la préservation de soi. Je me suis plongée dans mon travail, acceptant de nouveaux projets de design pour canaliser mon énergie. Chaque logo, chaque campagne, était la preuve de ma force. Nicole remarquait le changement. « Tu rayonnes, Isabella. Ils ne peuvent pas éteindre ça. » Michael et moi avons commencé à planifier notre futur. Une maison, peut-être des enfants, loin de l'ombre du drame familial. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un poids porté depuis l'enfance. Mais couper les ponts ne consistait pas seulement à partir, c'était reconstruire. Le Dr Scott m'a aidé à voir que j'avais été façonnée par leur négligence, mais pas définie par elle. J'ai commencé à tenir un journal, comme elle me l'avait suggéré, pour traiter mes pensées. Chaque entrée était un pas vers la guérison. J'écrivais ma colère, ma tristesse, mais aussi mon espoir. Je construisais une vie avec des personnes qui me voyaient et me valorisaient. C'était suffisant. Lâcher ma famille était un poids levé, mais cela a provoqué des répercussions dans leur monde. Joseph et Ruth ont fait face à des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Notre famille élargie, ayant entendu parler de leur absence à mon mariage et de leur demande d'argent, a commencé à se distancier. Ma cousine Marie fut la première à réagir. Elle avait toujours été proche de moi, et en apprenant le voyage à Hawaï et la revendication du prêt, elle était furieuse. Ils ont toujours mis Cheryl en premier, m'a-t-elle dit autour d'un café à Toledo. Mais là, c'est honteux. Marie a arrêté de les inviter aux réunions familiales, et d'autres ont suivi. Tante et oncle, autrefois neutres, ont commencé à décliner leurs appels. La réputation de Joseph et Ruth dans notre communauté a été entachée. Les voisins murmuraient sur leur égoïsme et leur cercle social s'est réduit. Cheryl, quant à elle, a subi ses propres répercussions. Ses fiançailles avec Jeffrey Coleman, que mes parents avaient célébrées si bruyamment, ont traversé des tensions. La famille de Jeffrey, attachée à l'équité, n'a pas apprécié le favoritisme flagrant de Joseph et Ruth. Lors d'un dîner avec ses parents, ils ont interrogé Cheryl sur le fait que sa famille ait zappé mon mariage pour sa célébration à Hawaï. Ce n'est pas juste, a dit la mère de Jeffrey, le ton dur. Cheryl a tenté de défendre ses parents, mais Jeffrey a admis à Marie que cela avait créé des tensions. Il a commencé à voir le rôle de Cheryl dans la dynamique familiale différemment, remettant en question son silence pendant mon mariage. Leur relation, autrefois solide, est devenue tendue sous le poids de ces conversations. J'ai reçu ces nouvelles par Marie, qui me tenait informée. Elle appelait ou passait pour partager ce qu'elle avait entendu de nos proches ou amis communs. Joseph et Ruth commencent à le sentir, a-t-elle dit un jour, les yeux brillants de satisfaction. Ils pensaient pouvoir s'en sortir. Je ne me suis pas réjouie, mais j'ai ressenti une justice silencieuse. Leurs actions avaient des conséquences, et je n'étais pas celle qui les imposait. Le Dr Scott m'a aidé à intégrer cela. Tu as posé une limite et le monde y répond. Ce n'est pas ton fardeau. C'est le leur.
Pendant que leur vie s'effritait, la mienne s'épanouissait. Michael et moi construisions une maison remplie d'amour et de rire. Un soir, assis sur notre canapé, il a pris ma main et dit « Je crois qu'on est prêt pour l'étape suivante ». Nous parlions d'avoir un enfant, et peu après, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a rempli d'une joie que je n'avais jamais imaginée. J'ai d'abord raconté à Nicole, qui a sauté de joie et insisté pour organiser une baby shower. « Tu seras la meilleure des mamans », m'a-t-elle dit en me serrant fort. Georges et Diane étaient ravis, tricotant déjà de petites couvertures et proposant de garder le bébé. Ma grossesse a apporté un nouveau focus. J'ai passé des heures à concevoir la chambre, dessinant des motifs pour les murs. Le travail prospérait également. J'ai décroché un contrat majeur avec une entreprise locale, mes créations étant saluées dans tout Toledo. Chaque succès était un pas de plus loin de l'ombre du rejet familial. Michael et moi faisions des promenades le long de la rivière Mommy, rêvant de l'avenir de notre enfant. Il grandira en sachant qu'il est aimé, disait-il, sa main sur mon ventre qui s'arrondissait. Cette promesse me stabilisait. Marie rendait visite souvent, devenant une sœur de cœur que Cheryl n'avait jamais été. Elle apportait des vêtements de bébé et racontait les changements dans la dynamique familiale. Joseph a tenté de se justifier lors d'une réunion, dit-elle, mais personne n'a cru à son histoire. Je n'ai pas demandé de détails, je n'en avais pas besoin. Mon attention était sur la vie que je construisais, pas sur celle que j'avais laissée derrière. Nicole et le docteur Scott me gardaient centré, me rappelant de célébrer ma force. « Tu as créé quelque chose de beau », disait le docteur Scott lors d'une séance. C'est ce qui compte. À l'approche de ma date d'accouchement, je ressentais une sérénité inconnue. Michael et moi suivions des cours de parentalité, riant de nos tentatives maladroites pour emmailloter une poupée. Georges et Diane ont organisé un petit rassemblement pour nous, leur chaleur un contraste frappant avec la famille que j'avais connue. J'ai compris que j'avais trouvé quelque chose de meilleur. Une famille choisie qui me valorisait. Joseph, Ruth et Cheryl s'effaçaient à l'arrière-plan, leur vie marquée par les conséquences de leur choix. Je ne leur souhaitais pas de mal, mais ils ne me manquaient pas non plus. Cette paix, après avoir lâché ma famille, est devenue le socle de ma nouvelle vie. En tenant notre fille nouveau-née, j'ai ressenti un amour si profond qu'il a redéfini ma notion de famille. Michael et moi l'avons nommée Emma, un nom choisi pour sa simplicité et sa chaleur. En regardant ses petits yeux, j'ai compris que le chemin que j'avais parcouru ne servait pas seulement à fuir la douleur, mais à découvrir qui j'étais et ce qui comptait vraiment. Les leçons apprises au fil des années de rejet, de limites posées et de reconstruction sont celles que je porte chaque jour. Et je veux les partager avec vous. En grandissant, je pensais que la famille était une obligation, un lien que l'on ne peut briser, peu importe la douleur. Le favoritisme de Joseph et Ruth, leur mépris pour mes étapes importantes et leurs demandes m'ont appris le contraire. La famille ne se résume pas au sang. Elle se construit avec l'amour et le respect. Lorsque mes parents ont choisi les fiançailles de Cheryl plutôt que mon mariage, lorsqu'ils ont exigé de l'argent, j'ai vu leurs vraies priorités. Les couper de ma vie n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Poser des limites signifiait me respecter, quelque chose avec lequel j'avais lutté pendant des années. Le docteur Scott m'a aidé à comprendre que l'acceptation de soi n'est pas égoïste, c'est vital. Ma famille choisie est devenue ma force, cette armée silencieuse qui s'est dressée autour de moi quand le sang a failli. Michael, mon mari, m'a soutenu à travers chaque larme amère et chaque triomphe fragile. Son appui indéfectible m'a montré ce qu'est le véritable amour, celui qui ne calcule pas ses investissements émotionnels. Nicole, ma meilleure amie, a apporté de la lumière dans mes jours les plus sombres, me poussant à créer et à grandir quand mes propres parents m'enterraient vivante sous leur indifférence. Georges et Diane, les parents de Michael, m'ont accueilli comme leur fille avec une chaleur que je n'avais jamais connue, prouvant que la famille se construit avec intention, pas seulement par accident génétique. Marie, ma cousine, est devenue la sœur que Cheryl n'a jamais été, sa loyauté inébranlable me rappelant quotidiennement que je n'étais pas seule dans ce monde cruel. Même le docteur Scott, avec sa guidance constante, m'a aidé à reconstruire une estime de soi que des années de négligence avaient détruite pierre par pierre. Ces personnes extraordinaires m'ont appris une vérité fondamentale que ma famille biologique avait refusé de comprendre. La vraie famille, c'est celle qui est présente dans l'obscurité, qui vous voit quand vous vous sentez invisible, qui reste quand les autres partent. En tenant Emma, ma fille, dans mes bras pour la première fois, j'ai su avec une certitude absolue que je lui offrirais l'amour inconditionnel que j'avais recherché enfant.
Michael et moi avons fait la promesse sacrée de l'élever avec gentillesse, de la célébrer pour ce qu'elle est authentiquement, et non pour ce que nous voulons qu'elle devienne. Ma carrière a également prospéré comme une renaissance artistique, avec de nouveaux projets de design qui affluaient, chacun témoignant de cette résilience que la douleur m'avait forgée. Je n'avais plus besoin de Joseph, Ruth ou Cheryl pour me valider. Leur absence laissait encore une cicatrice, mais elle ne me définissait plus. J'avais bâti une vie pleine de sens et de joie authentique, entourée de personnes qui m'avaient choisi délibérément. Ce parcours brutal m'a appris à lâcher ce qui ne me sert pas et à m'accrocher farouchement à ce qui compte vraiment. L'acceptation de soi, c'est connaître sa valeur intrinsèque même lorsque les autres refusent de la voir. Les limites ne sont pas des murs qui nous emprisonnent, elles sont des portes vers une vie meilleure et une famille véritable. Il ne s'agit pas de ceux dans lesquels vous êtes nés par hasard, mais de ceux avec qui vous choisissez consciemment de construire un avenir. Michael, Emma, Nicole, Marie, Georges et Diane. Voilà ma vraie famille, bâtie sur des fondations d'amour et de respect mutuel, pas sur des obligations de sang toxique. C'est l'héritage précieux que je veux léguer à ma fille et la leçon que j'espère que vous retiendrez de mon histoire de survie. En regardant en arrière vers cet enfant invisible que j'étais, je suis étrangement reconnaissante pour cette douleur transformatrice, car elle m'a menée ici, vers cette version plus forte de moi-même. Je ne suis plus cette fille pathétique qui implorait l'approbation de parents aveugles. Je suis une épouse aimée, une mère dévouée, une artiste reconnue, une femme qui connaît enfin sa valeur inestimable. Si vous traversez des difficultés similaires avec votre famille, sachez cette vérité libératrice. Vous n'êtes pas obligé de rester là où ça vous fait mal. Vous pouvez vous choisir, trouver vos gens, et construire une vie qui ressemble enfin à un véritable foyer. C'est cela, la vraie révolution. Comprendre que nous méritons mieux que les miettes d'amour. Voici mon histoire de transformation, et j'en sors plus forte que jamais, plus libre que je n'aurais jamais osé l'imaginer.